de l'exposé de notre frère et ancien ministre qui nous a largement éclairé sur le mécanisme du hold-up électoral au Gabon et surtout sur c'est un regard de l'intérieur du processus, mais c'est aussi un regard de technicien, de la maîtrise d'ailleurs du processus au niveau international. Je n'ai pas besoin de faire une autre introduction après ça. Je vais aller droit en tout cas à ma contribution dans le débat d'aujourd'hui. La situation démocratique en Afrique est aujourd'hui cristallisée autour justement de la situation de l'Afrique centrale. Et pour cause. Je ne reviendrai pas dans l'histoire pour voir le processus des indépendances, justement. Quelle particularité il y a eu entre les indépendances en Afrique centrale et les indépendances en Afrique de l'Ouest. Tout ça, ça nous donne matière à réflexion. Mais je vais rapidement balayer la situation démocratique globale en Afrique de l'Ouest, la situation en Afrique centrale, les relations particulières entre les trois États, j'allais presque dire phares de l'Afrique centrale, le Gabon, le Congo-Brazzaville et le Congo démocratique. C'est très intéressant de voir cette trilogie, comment les choses sont imbriquées pour mieux comprendre un peu comment les choses se passent aujourd'hui, comment elles risquent de se passer demain, et peut-être qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour mener ce combat ensemble. Voilà un peu sur quoi je voudrais me concentrer. L'Afrique a une particularité, quand on parle de démocratie, il y a une sorte de paradoxe. Comme vous le savez, l'Afrique nous a donné Mandela, une grande figure de la tolérance, une grande figure politique mondiale. Et Dieu seul sait que Mandela n'a presque pas d'égal aujourd'hui sur la scène mondiale dans son parcours et dans l'achèvement de son œuvre. Donc l'Afrique nous a donné Mandela, mais l'Afrique nous a donné Mugabe qui est encore là. Et c'est ça le paradoxe quand on parle justement de démocratie en Afrique. Et des exemples, il y en a des milliers comme ça. Je n'ai pas envie de vous parler du plus récent en Afrique de l'Ouest, entre le président béninois aujourd'hui à côté du président togolais. Et ça peut remontrer entre Kérékou et Yadema, qui ont les deux été dictateurs, mais l'autre a eu un processus d'ouvrir son pays et de permettre la transition. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça sur lesquels je ne peux pas m'attarder, mais c'est intéressant d'avoir cette vision d'ensemble. C'est intéressant d'avoir aussi le regard qu'on a aujourd'hui sur la crise démocratique. Il y a au moins 3 caractéristiques à la situation aujourd'hui de l'Afrique. 3 grandes caractéristiques. Vous avez la velléité de dynastie, donc un régime, un homme qui tient à passer le témoin à son fils. Donc, je ne vous cite pas des cas. Vous avez le Togo, le Gabon aujourd'hui et le Congo. Donc, velléité de dynastie, première caractéristique. Deuxième caractéristique, cette tendance à vouloir ériger des hommes en dieux sur terre. C'est la personnification du pouvoir. Voilà. Et ça c'est ce qui donne, c'est ce qui se traduit par la technique de tripatouillage électoral. Ce que le ministre vient de décrire, cette technique-là, elle est rodée. On va voir comment justement le Congo l'a initié. Et vous avez la troisième caractéristique, c'est l'organisation même du coup d'État électoral. Là où au Gabon nous avons une junte politico-militaire, comme le disait monsieur le ministre, aujourd'hui au Congo nous avons ce qu'on appelle, ce que Claudine Monari, une candidate à la dernière élection présidentielle, a appelé un régime de criminels en bande organisée. Voilà. Donc au Congo nous avons un régime de criminels en bande organisée, au Gabon nous avons une junte politico-militaire. Voilà. 3 grandes caractéristiques. Alors,
Vite fait, et c'est très important. Je crois que moi je vais faire dans la comparaison pour qu'on soit constructif dans cet échange. Monsieur le ministre a cité, j'ai noté 8 points pour décrire la situation d'aujourd'hui. Après le hold-up électoral, où on en est aujourd'hui? On a l'emploi des armes de guerre, je cite pêle-mêle. L'emploi des armes de guerre au Congo, c'est avec hélicoptère qu'on tire sur les populations. On a la disparition des populations. Au Congo, c'est depuis 1998 qu'on parle de plus de 300 personnes disparues. Et on n'a jamais rendu compte, figurez-vous, jamais rendu compte. Et mieux, en 1977, au Congo, il y a eu un crime politique en 1977. 3 hautes personnalités du pays. Un ancien président, Massamba Deba, un président en exercice, Marien Gouabi, et un évêque, un cardinal, Émile Biayenda, tués en 1 semaine. L'un des 3, le corps de l'un des 3 n'a jamais été trouvé. Le corps de Massamba Deba, ancien président, le corps n'a jamais été trouvé, monsieur le ministre. Nous parlons de disparition de Congolais, de personnes. Le Congo pratique ça depuis plus de 40 ans bientôt. La disparition, sans que personne ne rende compte. Personne. 3e élément, on parle du recours à la Cour pénale internationale. C'est le Gabon qui fait appel. Le Congo, c'est peut-être plutôt les défenseurs des droits de l'homme qui aimeraient traduire ça à la CPI. Donc, encore une caractéristique commune. Le recours aux mercenaires, c'est pratiqué au Congo depuis... La complicité de la Cour constitutionnelle, c'est connu au Congo. Les vrais faux procès-verbaux, c'est connu au Congo. La demande de recomptage, nous l'avons faite aussi. La sortie de l'état de droit. Nous ne sommes plus en état de droit. Le Congo connaît la situation. Voilà. Ça, c'est par rapport aux comparaisons pour voir qu'est-ce que justement ces pays ont en commun. Je continue dans le questionnement. Et pour aller au-delà justement de commenter l'actualité ou les faits, j'ai 2-3 questions que j'aimerais me poser et que je vous laisserai peut-être nous reposer pour qu'on nourrisse le débat. D'abord, qu'est-ce que les différentes crises aujourd'hui ont en commun entre le Congo, la RDC et le Gabon? Je vous ai donné quelques éléments des 3 principales caractéristiques de ces situations. Ce qu'elles ont en commun, ces situations, c'est surtout qu'il y a un président qui a initié le système, qui a initié le processus. C'est Sassou Nguesso qui a initié le processus. Vous connaissez tous, je crois que Ali a repris ce slogan, un coup KO. Donc, le slogan un coup KO, c'est Sassou Nguesso qui l'a initié. Et depuis, justement, la nuit des temps presque, ils appellent pour slogan, un président ne peut pas organiser des élections pour les perdre. Voyez, voilà, donc ça, c'est un des éléments. Pourquoi je fais cette comparaison? C'est pour que hier, et ça c'est encore un point important, nous avons tous été, surtout au niveau universitaire ici, on a eu des collègues, des amis justement des pays, des différents pays. Sans remonter à la période coloniale où Brazzaville était le grand centre universitaire de l'Afrique centrale. Ce qui fait que les cadres se connaissent, les cadres ont partagé l'intelligence ensemble, et ce phénomène-là, pour nous, les jeunes cadres, c'est plutôt à l'étranger qu'on rencontre. Donc, je fais cette comparaison pour que justement, nous trouvions à la fin de cet échange, ou peut-être par la suite, les raisons de combattre ensemble ces systèmes. Okay. Donc, qu'est-ce qu'elles ont en commun, je vous évoquais. Une deuxième question qui peut être intéressante, c'est le lien entre la démocratie et l'identité nationale. Quel lien il peut y avoir? Quel est l'intérêt de creuser le lien entre ces 2 concepts? Voilà. Parce que on peut penser que la problématique gabonaise, c'est pro-gabonais, la problématique congolaise, pro-congolais. Et hier, déjà, nous étions dans cette configuration sectaire de se regarder en chaîne de faïence, en quelque sorte. Aujourd'hui, peut-être que cette crise doit nous amener à nous regarder d'abord en tant qu'Africains, et pour les 3 pays, d'abord en tant que Bantou. Nous avons quelque chose en commun de ce point de vue-là. Je ne vais pas citer l'exemple de Sisiba qui est critiquable aujourd'hui, mais le projet n'était pas mauvais au départ, monsieur le ministre. Donc, voilà. Donc, nous avons ça en commun, et si ce malheur, aujourd'hui, nous le partageons,
il faut peut-être que nous méditions fondamentalement pour mener le combat ensemble. C'est pour ça que moi je mets sur la table la discussion du lien entre la démocratie et l'identité culturelle, et l'identité de façon globale, l'identité nationale, et aussi l'identité culturelle. Parce que moi je suis linguiste, vous l'avez entendu, pour moi on a un phénomène qu'on appelle le continuum linguistique. Le continuum linguistique fait que de la côte de Pointe-Noire jusqu'à l'est, jusqu'à la frontière du Rwanda, jusqu'au Rwanda d'ailleurs, il y a une continuité d'intercompréhension. C'est-à-dire que chaque ethnie communique avec l'ethnie voisine et il n'y a pas de rupture. C'est ce qui fait la parenté linguistique et la parenté ethnique du monde bantou. Donc nous sommes parents. C'est scientifiquement démontré. Ne restons pas enfermés dans nos frontières qu'on utilise pour mieux nous manipuler. C'est pour ça que cette question est intéressante. Je ne peux pas l'approfondir plus. L'autre question qui peut être intéressante aussi, c'est le rapport entre démocratie et développement. Quel lien il y a? Est-ce que le sous-développement est un terreau de dictature? Vous voyez? Est-ce que le sous-développement mental, ce que j'appellerais le crétinisme, le fait justement de produire des crétins, des gens qui ne font pas l'effort de réfléchir, est-ce que ce n'est pas justement sur ce terreau-là qu'on pousse, il y a d'abord l'ignorance, mais aussi le fanatisme. C'est le fanatisme qui aboutit à l'idolâtrie, et l'idolâtrie nous donne, on encense, on... Voilà, les dictateurs aujourd'hui ne vivent que parce qu'ils sont encensés, parce qu'ils ont une cour qui ne peut pas, qui prétend ne pas vivre demain sans ces dictateurs-là. Et ça, c'est important. Ne visons pas seulement Bongo, ne visons pas seulement Sassou, mais regardons sur quel terreau ils poussent ces dictateurs. Donc, c'est pour ça que j'introduis la question du lien entre démocratie et développement, entre développement et sous-développement ou mal-développement, et ignorance, et dictature, etc. etc. Voilà. C'est des questions qu'on n'aura peut-être pas le temps de développer. Moi, je les évoque pour ne pas faire une conférence, comme justement a dit monsieur le ministre, je posais plutôt lancer quelques questions. Et je terminerai par une réflexion par rapport à la suite. Qu'est-ce qu'on peut envisager à partir d'aujourd'hui? Une fois que nous connaissons ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut envisager? Quelle source d'espoir il peut y avoir? Je pense qu'il y a une source d'espoir. Je la vois dans deux leviers. Le premier, c'est la liberté. Nous sommes libres aujourd'hui, chers amis. Nous sommes libres, au moins nous ici, mais aussi nos amis, nos parents au pays. Ils sont libres, les jeunes sont libres. Il faut voir comment ils s'expriment dans les réseaux sociaux. Et ça, c'est ce que les dictateurs n'arrivent plus à contrôler. Ils coupent Internet, mais vous savez, et là, pour une fois, j'allais presque dire, on apprécie les frontières que nous ont léguées les colons. À Brazzaville, quand on coupe Internet, il suffit d'avoir la puce de Kinshasa, on communique. Et ça, c'est un phénomène qu'ils ne peuvent plus contrôler. Ça, à mon avis, la révolution numérique est une source, est un levier que nous devons exploiter au maximum. Ça, c'est pour moi la première source d'espoir. La deuxième source d'espoir, c'est ce que j'appellerais le moule de l'Africain de demain. D'où sort le moule de l'Africain d'aujourd'hui et de demain? D'où sortira-t-il? Il y a trois structures importantes et peut-être que les dictateurs ne maîtrisent pas. Ils maîtrisent. Je vais vous donner un exemple avant de vous donner ces éléments. Sassou Nguesso règne depuis 40 ans. En 40 ans de règne, figurez-vous qu'il n'a mis les pieds à l'université qu'une fois et il y a à peine un an. Jamais il n'a mis les pieds à l'université. Son slogan, c'était aux universitaires de venir ramper chez lui. Ce qu'il y a derrière, c'est la volonté de détruire la source du savoir. Voyez? Et donc pour moi, l'avenir de l'Africain, le moule de l'Africain de demain, c'est l'école. L'école nous a apporté le savoir, mais surtout, l'école nous a permis de nous rencontrer. Regardez, je ne maîtrise pas le nom des régions du Gabon, mais nous avons tous rencontré des gens de différentes régions grâce à l'école. Si ce n'est pas à l'école primaire, ça sera au collège, ça sera au lycée, ça sera à l'université. Si ce n'est pas vous qui allez à l'école, si ce n'est pas l'ethnie qui va, l'autre ethnie qui va vers vous, c'est
l'État même qui vous envoie les administrateurs, les infirmiers, les professeurs d'autres ethnies dans vos villages. Voilà pourquoi l'école est un moule de fabrication de l'unité nationale. Après l'école, il y a le quartier. Nous avons vécu dans des quartiers mixtes. Des quartiers mixtes qui nous ont permis de nous rencontrer, de nous mélanger, de nous apprivoiser. Parce que la haine de l'autre est due à l'ignorance. Quand on se connaît, on se comprend mieux et on ne se craint plus. Donc le quartier mixte, et je sais que le Gabon a cette particularité de cette mixité que les autres pays, RDC et Congo-Brazzaville surtout, n'ont pas eu dès le départ. Donc le quartier mixte, c'est un facteur important. Et le dernier élément qui me fait moi espérer que l'Africain de demain, le Gabonais de demain, le Congolais de demain sera à la hauteur de l'enjeu, c'est le mariage mixte. Le mariage mixte entre différentes ethnies, c'est des phénomènes qui vous paraissent comme ça, d'une certaine banalité, mais c'est fondamental, chers amis, dans notre construction. Au Congo-Brazzaville, on a eu en 93-94 une guerre civile où on demandait aux gens, aux enfants issus de couples mixtes, aux parents, de renier leurs enfants ou de renier leur épouse. Ce phénomène-là a laissé des traces douloureuses auprès de ces enfants-là. Donc voilà pour moi les sources d'espoir qui montrent que demain, si nous prenons conscience de ces ressorts-là, nous pouvons nous battre pour défendre notre liberté, pour défendre notre aspiration au changement. Quelle piste de travail ensemble demain? Je termine par là. Vous avez tous entendu parler d'Alain Mabankou, écrivain africain aujourd'hui. Il a lancé le concept de la révolution du bassin du Congo. Donc, chers amis, je pense que c'est un cheval sur lequel nous devons nous appuyer pour que l'Afrique centrale, le Gabon, le Congo, Brazzaville, le Congo RDC, soit peut-être le fer de lance de cette révolution pour que les choses changent. J'ai bon espoir parce que l'aspiration à la démocratie, l'aspiration à la liberté est fondamentale. Elle est en nous. On a beau la contraindre, on a beau la limiter, nous finirons par la prendre, cette liberté, et j'ai bon espoir. Je vous remercie.